évoquer avec vous, avec la communauté de communes, pardon, la problématique, si c'est une problématique du chauffage au bois. Et je vais commencer par vous présenter le service Faire tout pour Marinov, qui est donc un service qui prend suite de l'association ASDER. On est toujours association ASDER ici à Chambéry, mais on a une nouvelle marque qui est la marque Faire, dont vous avez peut-être entendu parler dans les différents médias ces derniers temps. Et donc cette marque Faire vient englober tout un ensemble de partenaires qui vont faire en sorte, comme le mot l'indique, que tout le monde puisse rénover performant sa maison, ou en tous les cas son habitat, que ce soit une maison, un habitat, un appartement dans une copropriété ou autre. Donc on reste sur un service équivalent à ce qu'on faisait au niveau de l'ASDER, on change de nom et on devient porte d'entrée principale pour tout le département de la Savoie, de toutes les demandes qui vont concerner la rénovation. Donc ça va être les solutions techniques à choisir, les énergies renouvelables évidemment, vous aider dans vos choix d'énergie, et puis le vaste sujet des aides financières qui prend une grosse partie de notre temps en ce moment, tant le sujet est d'actualité et quelque peu nébuleux, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien, comme le disait Monsieur Tissot, à la fois en permanence téléphonique tous les jours au numéro que vous voyez affiché ici, et puis également dans les permanences décentralisées qui se font un peu partout sur le territoire et notamment en Chartreuse. Alors on va évoquer ce soir le chauffage au bois avec 4 volets. Donc en fait, un volet, chauffage au bois et qualité de l'air, puisque c'est quand même un sujet dont on parle à chaque hiver. On revient sur est-ce que ça pollue ou pas de se chauffer au bois. On va parler rendement de combustion des différents appareils. Et puis l'usage de son poêle au quotidien. On va se rendre compte que c'est quelque chose qu'on a l'impression de maîtriser, qu'on connaît depuis qu'on est tout petit. Et finalement, on va se poser la question de est-ce qu'on fait bien avec nos appareils qui sont performants aujourd'hui? Est-ce qu'on continue à bien allumer notamment son feu, à bien l'entretenir et à faire en sorte de ne pas polluer par l'usage qu'on en fait? Et puis, on donnera quelques mots également sur l'entretien du poêle et du conduit. Alors, on va du coup évoquer tout ça ensemble. Et ce que je vous disais, donc Delphine est présente avec moi ce soir en binôme. Et on va essayer de rendre cette conférence plus participative que web. Et donc, si vous avez des petits commentaires, une envie de réagir, ou quand je pose des questions, des réponses à mes questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous chattez si besoin. Et puis, on vous rendra la parole en vous enlevant le petit onglet muet, ce qui vous permettra de vous exprimer et de rendre la conf un petit peu plus vivante. Et puis moi, de faire une petite pause. Alors, je vois que Martin est arrivé également. Il a réussi à se connecter. Alors, Martin, il a quand même peut-être une excuse valable, on va dire, de difficulté de connexion. C'est qu'il vit en site isolé, Martin. Donc, c'est un nouveau salarié de l'ASDER. Et il est connecté uniquement à la force des panneaux solaires. Et il a réussi quand même, malgré le temps de cette semaine, à avoir une connexion. Alors, je ne crois pas que ce soit lié forcément au manque d'électricité, mais en tous les cas, il est présent. Je vais lui rendre également la parole avec un petit clic. Et voilà. Oui, bonjour. Excusez-moi du coup pour le contretemps. Voilà, donc ce sera le co-animateur. Alors, vous avez la chance d'avoir 3 personnes de l'ASDER. Bon, je ne sais pas si Delphine va rester, mais en tous les cas, on est en force ce soir du coup. On va rattraper notre petit couac du départ. Donc, chauffage de bois et qualité de l'air. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sujet? Eh bien, on a des paysages qu'on voit assez souvent quand même dans la plaine chambérienne ou la plaine d'Annecy, avec cette espèce de halo gris en se disant, quand on est en ville, qu'il fait un petit peu meilleur en montagne et qu'on a sûrement du soleil là-haut. Et ça, ce sont les particules fines qui vont faire cet halo de pollution sur nos vallées, malheureusement. Et on a plusieurs sources de pollution en particules fines. On va avoir le trafic routier, essentiellement, l'industrie. Et on va s'apercevoir qu'en hiver, la part du chauffage au bois sera prépondérante dans cette pollution. Donc, il y a
la pollution industrielle dont on parle souvent, hein. Il y a effectivement aussi le trafic routier, mais on s'aperçoit qu'en hiver, on a des gros pics du fait notamment du chauffage au bois. C'est pas rien ces émissions de particules, puisqu'on peut être jusqu'à 2 tonnes de particules par jour en hiver en saison froide. Donc on dit aujourd'hui, les mesures sont assez précises sur ce sujet-là. C'est Atmo Rhône-Alpes notamment qui fait ces mesures-là. Et on estime à 59% les particules de PM10. Donc c'est des particules en suspension dans l'air qui ont un petit diamètre en fait inférieur à 10 micromètres, donc toutes petites. Cette part de particules PM10, c'est 59% dû au chauffage au bois. Donc, d'où ces campagnes de fonds air-bois sur le Grand Annecy, de fonds air-bois sur le Grand Chambéry, où des communes ou des communautés de communes vont essayer de faire en sorte que les gens vont investir dans des nouveaux appareils au bois pour avoir des rendements meilleurs et moins de pollution, parce qu'on va voir que la pollution est liée à la fois à l'usage, mais surtout aussi au rendement du poêle. Voilà, en termes de qualité de l'air, je vous disais, Atmo Rhône-Alpes nous permet d'avoir des cartes de pollution de l'air, et on a ces cartes de qualité de l'air qui sont affichées et qui nous permettent d'avoir une vision au jour le jour, puisqu'on est vraiment au jour le jour. Sur le site d'Atmo Rhône-Alpes, vous avez la qualité de l'air qui est affichée. Alors, c'est ce que vous voyez aussi sur les panneaux d'autoroute, quand on a une demande de diminuer, du fait de la pollution, diminuer la vitesse sur l'autoroute. Donc là, c'est vraiment important d'y faire attention, parce que cette mauvaise qualité de l'air engendre évidemment, on le sait bien aujourd'hui, énormément de maladies pulmonaires, de difficultés respiratoires chez les petits notamment, tout ce qui est bronchiolite, etc. Et puis également, une partie des cancers sont liés à cette qualité de l'air. Donc, soyons vigilants et faisons en sorte de la limiter au maximum. Alors, du coup, je disais, voilà, cette qualité de l'air, elle va être liée au rendement de nos appareils. Alors, vous allez pouvoir lever la main. Moi, je ne vais pas voir tout le monde, mais Martin va voir un peu tout le monde. Qui, du coup, ce soir, a un poêle à bois ou un insert? Ok, ce qui nous fait, Martin, un pourcentage? On ne t'entend pas, Martin. 90% des participants. 90%, ok. Est-ce qu'il y a dans ces participants une partie des personnes qui souhaitent changer leur appareil et qui sont venus ce soir justement parce qu'ils ont cette volonté de changer? Alors, vous pouvez lever la main, ceux qui n'ont pas leur caméra activée, avec une petite main qui se lève sur laquelle vous pouvez cliquer aussi sur Zoom. Vous allez voir, c'est un moyen de lever la main sans se fatiguer. Une personne souhaiterait changer son équipement en MUC. D'accord. Bon, alors on va parler pour cette personne, puisque du coup, on va lui parler rendement de combustion. Alors, la recette magique, en gros, pour avoir une combustion complète et du coup performante, parce que ces fameux PM10, ils sont dans l'air quand on a une combustion qui n'est pas parfaite au niveau de la combustion du bois. C'est d'abord un appareil performant et bien dimensionné. Alors, comme 90% des gens ont un poêle à bois et ne souhaitent pas forcément changer, j'espère que c'est le cas, que vous avez tous des appareils à la fois performants et bien adaptés en termes de dimensionnement et donc de puissance de l'appareil, du bois sec et de qualité et une bonne utilisation. Donc, évidemment, la mise en œuvre du poêle, la fumisterie, avec des DTU qui sont bien respectés, le dépassé de toiture correct qui fait qu'on a un bon tirage thermique, une arrivée d'air extérieur pour le poêle, etc., vont jouer énormément, évidemment, dans toute cette recette magique. Et puis, on fait aussi une différence. Il y a peut-être des gens qui ont des poêles à granulés ce soir. On fait une grosse différence, vous le verrez également dans les rendements, entre les poêles à bûches et les poêles à granulés, puisque dans le combustible du poêle à granulés, lui, il est très régulier, contrairement au combustible bois-bûche.
Et donc, on a une très très bonne combustion avec les appareils à granulés et beaucoup moins d'impact, si ce n'est très peu d'impact sur la qualité de l'air avec les poêles granulés. C'est pour ça qu'on va focaliser vraiment sur les poêles à bûche ce soir. Alors, le rendement de combustion, ça se calcule en faisant une petite division. C'est la quantité d'énergie valorisée divisée par l'énergie contenue dans le bois. Et en gros, si on regarde aujourd'hui, vous voyez que les foyers ouverts, ils sont à 10% de rendement en moyenne. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'on essaie d'éradiquer ces foyers ouverts qui sont très, très peu rentables en termes de rendement. Et puis, les poêles performants qui sont bien réglés, bien dimensionnés, mais aujourd'hui, ils peuvent atteindre 90% de rendement. Donc, un mauvais rendement, c'est à la fois des émissions atmosphériques qui sont polluantes et une surconsommation de bois et un encrassement du matériel. Donc, vous pouvez vous en rendre compte de votre mauvais rendement également au nombre de fois où vous allez être obligé de nettoyer votre poêle, de nettoyer la vitre de l'insert ou du poêle qui est toute noire. Ça, c'est qu'on a un rendement qui n'est pas bon non plus. Et puis, au nombre de fois où quand vous faites ramoner la cheminée, en fonction de ce qu'il y a également dans la fumisterie. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé ces fameux flammes vertes, ces étoiles qui sont données par l'ADEME avec différents types d'étoiles et qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des financements type fonds Airbois, dont je vous disais de Grand Chambéry ou d'Annecy, eh bien, on demande dans ces fonds Airbois d'avoir des systèmes qui soient au minimum flamme verte, cette étoile, donc avec des rendements de 75% pour les poêles à bûche et plus de 87% pour les poêles à granulés. Donc voilà, c'est vraiment la notion de rendement qui va jouer dans le choix de votre poêle. Ce sera très très important de connaître cette notion-là et de pouvoir choisir le poêle en fonction de ce rendement-là. Alors bien sûr, les rendements sont des rendements affichés par le constructeur et ce ne sont pas des rendements en temps réel. Alors on l'a vu avec les tests qui sont faits notamment au niveau des émissions de polluants des voitures, qu'on peut émettre des doutes sur ces rendements théoriques, rendements réels. L'idée, c'est de vraiment avoir de pouvoir classer quand même ces différents poêles dans différentes familles. Et on peut, si on utilise l'appareil dans des bonnes conditions, avec une fumisterie bien posée, avec un bois sec et dans les conditions optimales et en l'allumant de manière optimale également, on verra qu'on peut atteindre largement ces rendements, les rendements affichés en tous les cas. Alors, une partie quand même du chemin est parcourue, du fait qui va vraiment dans le bon sens avec à la fois des d'émissions de poussière. Aujourd'hui, un appareil flamme verte par rapport à un foyer ouvert peut diviser par 80 voire par 100 les émissions de poussière. Donc, vous voyez la différence. Si aujourd'hui vous avez dans votre entourage des amis, la famille qui utilisent encore un foyer ouvert, parlez-leur de rendement, parlez-leur de ces émissions de poussière et essayez de les motiver. Alors, il y a souvent la notion de difficulté à trouver de la place pour remplacer la cheminée, ça va casser la cheminée, etc. Mais vraiment, parlez-leur de ce rendement. En plus, les cheminées ouvertes, le rendement, on s'en aperçoit, le mauvais rendement, on va s'en apercevoir à la fois dans la pollution qualité de l'air, mais on va s'en apercevoir aussi dans ce que ça va donner réellement en calories dans la pièce. Donc, on sait qu'une cheminée ouverte, on a chaud autour de la cheminée, mais on n'a pas chaud sur tout l'espace. Et dès qu'on l'arrête, on n'a plus du tout un air chauffé. Donc, vraiment, grosse évolution. Vous voyez qu'en termes d'émissions de polluants, on passe après les inserts poêle bûche avant 2002, vous voyez qu'ils ont quasiment divisé par 2 les émissions. Et puis après, on a divisé par 100 avec les inserts à poêle bûche après 2002 où les nouvelles normes sont arrivées et notamment la double combustion. Donc on va le voir tout à l'heure, c'est vraiment ça qui a fait le gros saut, c'est l'arrivée de la double combustion dans les systèmes de poêle à bûche et qui fait qu'en 2002, on a vraiment sauté un fossé en termes d'émissions de particules.
Vous n'hésitez pas à me couper, hein, du coup, Martin ou Delphine, si jamais il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer, parce que c'est vrai que comme je ne vois pas les visages, c'est difficile pour moi de faire les deux en même temps. On a une question en fait sur comment tu traduis en fait le bon dimensionnement d'un poil. Donc on a répondu sur le chat et je ne sais pas si pour la personne la réponse est claire. Je ne sais plus qui c'est. C'est Monsieur Jean-Luc Roux, je crois. Ça allait? Ouais. Jean-Luc Roux, ouais. Je le vois. Donc oui, dimensionnement, je peux en dire un mot du coup pour tout le monde. C'est vrai que, parce que tout le monde n'a peut-être pas l'habitude de regarder le chat en même temps, ça c'est une notion de lien entre déperdition et besoin de chaleur, hein. Et du coup, on a tendance maintenant à plutôt sous-dimensionner les poils pour qu'ils fonctionnent à plein régime. Et on va voir l'intérêt de fonctionner à plein régime et de vraiment sous-dimensionner. Ce qui n'était pas du tout le cas il y a 15 ans, où on se disait, qui peut le plus peut le moins, et on va plutôt dimensionner au maximum pour les 2 ou 3 jours où il fait vraiment très très froid. Et en fait, maintenant, on a plutôt tendance, sur tous les systèmes d'appareils de chauffage, hein, que ce soit des chaudières bois, chaudières granulées, chaudières gaz, à sous-dimensionner en se disant il vaut mieux qu'elle fonctionne à plein régime, c'est là où le rendement est optimal. Voilà. J'espère que vous avez fait la même réponse, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le dimensionne à l'ASDR. Nous, c'était beaucoup plus synthétique. Je pense c'est moins clair. Mickaël, encore une question toujours liée au rendement. Est-ce que le fait de ne pas avoir de prise d'air extérieur peut influencer le rendement de l'appareil? Alors oui, parce que du coup, s'il n'y a pas de prise d'air extérieur, l'appareil il va prendre l'air dans l'air ambiant. Alors si on est sur une maison qui n'est pas très étanche à l'air, qui a des petits trous un petit peu partout, des fenêtres pas forcément très étanches, ça va fonctionner, mais ça va être au détriment de l'étanchéité à l'air de la maison, parce que le poêle, pour fonctionner, il a besoin d'air, donc il va aller, pour brûler son bois, chercher de l'air dans l'air ambiant et donc tirer sur les petits trous et les fuites parasites. Si vous voyez ce que je veux dire, ça va créer une dépression, quoi, hein. Donc c'est vrai que ça va jouer et sur le rendement et sur le confort. On aura des sensations d'inconfort et de petits courants d'air par endroit, parce qu'il y aura cette différence de pression. Donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein, de faire une année d'air spécifique pour l'appareil en rénovation notamment, mais c'est à bien réfléchir, à bien penser pour optimiser tout ça. Voilà. Alors, la fameuse double combustion qui est arrivée donc en 2002, on disait, hein, donc on a une chambre de combustion dans l'appareil, mais avec des arrivées d'air qui vont être physiquement distinctes. C'est-à-dire qu'on va avoir, vous voyez, le petit 1, là, la première arrivée d'air, donc c'est l'air primaire qui vient directement sous le foyer en général. Et on a une deuxième arrivée d'air qui vient au-dessus et qui va amener de l'air pour brûler les gaz de combustion. Donc c'est vraiment cette double combustion qui va rendre performant la combustion avec les différentes étapes qu'on voit ici. Donc on a 3 étapes, hein, quand on brûle du bois aujourd'hui. On a une phase de séchage, une phase de pyrolyse et une phase de combustion des résidus charbonneux. Et l'idée, c'est dans la phase de pyrolyse, la double combustion va permettre, alors je joue avec ma petite flèche, mais je pense que vous ne la voyez pas, va permettre de brûler avec l'air secondaire les gaz restants. Et c'est là où on fait un peu vraiment le principe de double combustion par la double amenée d'air. Et c'est en étant au-dessus de 800 degrés, vous voyez les chaleurs, les températures qui sont indiquées en bas, hein, c'est au-dessus de 800 degrés qu'on a une combustion quasi complète et quasi parfaite de notre bois. Donc, à la fois température et amenée d'air vont permettre d'avoir une combustion parfaite. C'est pour ça qu'on essaiera d'ouvrir le moins possible le poêle à bois une fois qu'il est lancé. Et quand on l'ouvre, c'est vraiment juste pour amener la bûche supplémentaire, parce qu'il reste encore des braises très très fortes et qu'on va pouvoir amener la bûche supplémentaire au bon moment. Mais on va éviter de laisser le poêle ouvert trop longtemps, parce que on descend tout de suite un peu en température et on est obligé de redémarrer
une bonne combustion et on a un peu plus de pollution dans ces cas-là. Donc c'est vraiment ça qui joue, hein, cette combustion parfaite. Aujourd'hui, on a des poêles qui sont vendus sans cendrier. Hein, donc c'est vraiment une petite grille et puis les gens vont juste aspirer une fois par semaine le résidu qui est très très blanc et qui n'a pas du tout de résidu charbonneux, vous voyez, comme on peut avoir dans un poêle à cheminée ouverte, dans une cheminée ouverte, pardon. Donc si aujourd'hui on vend des poêles sans cendrier, c'est bien qu'on peut avoir une combustion quasi parfaite. Alors, on reviendra du coup après sur l'allumage. Aujourd'hui, du coup, pour avoir cette combustion parfaite, eh bien, on va avoir besoin d'un bois très sec, le plus sec possible. Aujourd'hui, on parle de pouvoir calorifique hein, du bois ou du combustible en tous les cas. Mais vous voyez que le pouvoir calorifique des bûches humides, donc c'est la partie jaune hein, par rapport à la partie humidité, donc par rapport à la partie bleue, des bûches humides, donc évidemment on a un pouvoir calorifique qui est plutôt faible. Ensuite on passe aux bûches sèches, où là on augmente, on passe à 4000 hein, de pouvoir calorifique, on est en kilowattheure par tonne. On fait plus que doubler, enfin on double. Et puis ensuite, on passe à 4600 kWh par tonne pour le granulé bois, puisque là, on est très très sec. Les granulés de bois aujourd'hui, ils sont à 8% d'humidité. Hein, donc, ils sont séchés de manière industrielle, hein, c'est ce qui fait qu'ils sont aussi secs. Mais en tous les cas, ils permettent d'avoir un pouvoir calorifique très très intéressant. Alors, est-ce que vous avez, encore un petit temps de questions, est-ce que vous avez les uns et les autres un moyen de connaître ou de savoir si votre bois est sec? Le bois que vous avez, est-ce que vous avez une idée de comment on peut savoir s'il est bien sec ou pas? Vous avez le droit de lever la main. Est-ce qu'il y en a qui ont des astuces pour ça? Bruno. Je vais donner la parole à Bruno. Ouais. Voilà, on vous autorise à désactiver le micro et du coup, il faut le réactiver. Voilà. Une petite manip à faire. Ça ne fonctionne pas, Mika. Ouais. Tu as fait... Attends, je vais essayer, moi. Demander la réactivation. Voilà. Oui, oui, vous m'entendez? Bonsoir tout le monde. Alors, peut-être que je me trompe, mais je pensais tout simplement au poids. Au poids de la bûche. Ouais, bah, c'est un bon moyen. Hein. Déjà, le poids, ça joue énormément. Et puis, si vous avez l'habitude, en fonction alors évidemment, du type de bois qu'on utilise et de la taille de chaque bûche, bah, c'est une possibilité d'effectivement d'avoir une idée. Il y a d'autres petites astuces que certains doivent connaître. Une histoire de toc toc toc. Je passe la main. On a Wilfried qui propose le poids, la couleur et le bruit. Ouais, le poids, la couleur et le bruit, effectivement, il y a le bruit hein, qui joue. Parce que alors il y en a qui parlent de poc, poc, poc. Voilà, c'est assez subtil. Mais en tout cas, on va avoir un bruit qui va être un bruit sec, on va dire, hein, quand on va tapoter sur le bois, ce qui va nous donner une idée de l'humidité. Alors évidemment, si on a un bois qui fait pchit quand on le brûle ou qui fait des petites bulles, et bien là, il est plutôt en train de sécher. Donc, c'est vraiment signe qu'il a un taux d'humidité. On dit quand il fait le petit pchit et puis les petites bulles, là, on est à plus de 30% d'humidité. Donc, vous voyez, 30%, on n'est pas loin des bûches humides. Hein. Les bûches humides, on est à 45%. Donc voilà, on peut tout de suite se dire, oulala, celui-là, il faut que je le laisse encore un petit peu sécher. Alors, il y a aussi des méthodes normées qui permettent de classer les bois selon leur taux d'humidité. Donc, c'est l'étuve. Hein. Donc, c'est la seule méthode normée, sauf qu'elle n'est pas déplaçable, cette méthode. Donc, ce qui fait que c'est un peu plus délicat. Et puis, il y a les hygromètres à pointe qui permettent également d'avoir un peu une idée, mais c'est peu précis. Donc, c'est vraiment très difficile, pour résumer, hein, de connaître son taux d'humidité du bois. Donc, le principe, ça va être de se dire, moi, mon bois, pour m'assurer qu'il soit sec, je vais m'approvisionner à l'avance
sur du bois de qualité et je vais m'occuper moi-même du séchage. Et on va sécher sur une durée de 1 à 3 ans pour avoir du bois sec. Donc, alors évidemment, pour accélérer le séchage, on pourra couper, fendre le bois le plus possible et le stocker dans un endroit avec, c'est un peu la casquette et les bottes, pardon. Donc, un endroit ventilé, à l'abri de la pluie et puis le plus possible orienté au soleil et avec une ventilation par le dessous qui permet vraiment d'aérer, donc surélevé d'environ 10 cm du sol et un abri éviter qu'il prenne l'eau évidemment. Et là, on s'assure d'avoir un bois de qualité, quoi. Alors évidemment, quand on va acheter le bois, vous êtes des assidus au chauffage et bois, donc ça, je ne vous apprends rien, hein, qu'il y a évidemment des petites différences entre les types de bois qu'on va utiliser également, entre l'essence du bois. Donc on a les feuillus en gros et les résineux. Donc les feuillus, c'est tout ce qui est chêne, charme, châtaignier, hêtre, robinier, frêne. Donc eux, ils sont plus denses. Donc ils vont avoir plus d'énergie contenue pour un même volume, on va dire, hein. Et puis les bois à privilégier plutôt pour l'allumage, ça va être les résineux, donc, ou les feuillutants type bouleau et peuplier. Donc eux, ils vont être plus faciles pour l'allumage, mais ils vont avoir moins de densité, donc durer moins longtemps et donner moins d'énergie pour un volume équivalent. Après, les différences ne sont pas non plus monstrueuses. On estime qu'il y a en gros entre un mélèze et un bouleau, par exemple, on a 10% de différence. Vous voyez, donc ce n'est pas non plus ce qui va jouer le plus, hein, dans la combustion. Si on a tous les autres facteurs qui sont bien mis en œuvre, ce n'est pas ce qui va jouer le plus. Alors, une idée aussi parce que ça évolue un petit peu, hein, tout ça, une idée pour la notion d'unité de vente. Aujourd'hui, je pense qu'on vous vend encore des stères, alors que l'unité officielle, c'est le mètre cube par an de bois. Et c'est ce qui permet d'avoir plus une idée réelle de la quantité. Donc, c'est vraiment le mètre cube par an qui joue, mais bon, on est encore sur beaucoup de ventes qui se font au stère parce qu'il y a une habitude, hein, sur le chauffage au bois et ça fonctionne comme ça. Et puis, toujours pour les recommandations pour l'achat du bois, eh bien, il y a on va dire des normes, des certifications qui permettent d'avoir un peu de garantie d'avoir du bois de chauffage de qualité. Alors, il y a NF bois de chauffage qu'on voit ici. Il y a peu de producteurs qui ont cette qualification, hein. On sera plus sur Rhône-Alpes Bois Bûche, où là, on est sur une certification qui est très contraignante pour les producteurs et qui prend de l'ampleur petit à petit. Donc, on a 2 producteurs qui sont sur le territoire et qui sont sur Rhône-Alpes Bois Bûche et où on peut trouver des producteurs. Je vais vous en mettre du coup ici, vous voyez, qui sont garantis par Rhône-Alpes Bois Bûche avec une garantie de qualité, hein, du bois qu'ils fournissent. Sachant que la difficulté, un petit peu, c'est toujours la difficulté à la fois de comptabiliser et de connaître un peu ce qui se passe au niveau du bois, c'est que s'il y a bien un réseau de vente où le marché noir est très très fort, c'est le bois bûche, hein. Donc, difficile d'avoir à la fois des notions de combien de bois est vendu chaque année en France et également de qualifier ces réseaux, quoi, hein. Alors, je n'ai pas vu tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des gens qui sont chauffés au granulé ou pas? Pas l'impression, hein. Donc, granulé, pareil. Mickaël, il y a 2 doigts levés. 2 doigts levés, d'accord. Donc là, il y a également des normes, hein, pour le granulé, mais qui sont des normes qui sont très très proches en fait. On s'aperçoit en termes de qualité. On a 3 normes là ici et en fait, on est quasiment sur les mêmes ratios. Donc, en gros, si vous avez un granulé DIN+ ou EN+, vous avez des granulés de qualité où on assure à la fois un taux de fine inférieur à 0,7% et à la fois un taux d'humidité inférieur à 10%, ce qui est vraiment l'essentiel. Voilà. Donc là, c'est plus pour les granulés vendus en sac.
Voilà, Mickaël, Alors, on va passer. Pardon. pour précision, il y a des personnes qui sont équipées de poêles, mais aussi de chaudières automatiques à granulés qui sont D'accord. présentes ce soir. Ils ont un poêle à bois et pour les mi-saisons peut-être, et puis la chaudière granulée pour le chauffage principal. C'est vrai que c'est Exactement souvent ça. ouais. Voire parfois pour anticiper les éventuelles pannes d'électricité. Ça peut être aussi intéressant d'avoir un vrai poêle à bois qui fonctionne, lui, sans électricité, contrairement au système de chaudière ou même de poêle à granulés qui ont besoin d'un petit peu d'électricité. Alors, il existe une ou deux marques de poêle à granulés qui proposent des poêles qui vont fonctionner avec une petite batterie qui permet de tenir quelques jours sans électricité. Mais c'est très rare, c'est pas majorité. Alors, on va passer à ce qui va peut-être vous étonner le plus. On va passer à l'allumage. Je vais vous apprendre, moi, qui n'ai pas de poêle à bois chez moi, à allumer votre poêle à bois. Parce que j'ai une chaudière granulée. Mais en tout cas, je l'ai déjà fait, ce système-là. Donc, je connais. Mais l'idée, ça va être un peu de révolutionner peut-être pour certains, je pense pour la majorité d'entre vous, la manière d'allumer votre poêle. Puisque on a vu tout à l'heure, si vous vous rappelez du petit schéma de la combustion, qu'il nous faudrait idéalement atteindre le plus vite possible des températures très élevées et des flammes très importantes. Et que la phase de séchage, c'est pas facile à dire ça, la phase de séchage soit la plus courte possible pour arriver à un foyer qui monte en température le plus rapidement possible. Eh bien, on s'est penché sur la question, alors pas nous à l'ASDR, mais à d'autres niveaux. Et en fait, on s'aperçoit que c'est en allumant notre feu par le haut, avec le petit schéma qu'on voit tout en haut à gauche là, qu'on va avoir le meilleur démarrage possible et le moins de pollution et d'encrassement, à la fois de votre vitre, de votre poêle et de votre insert, mais aussi de qualité de l'air qui va découler de tout ça. Donc, je vous passe la petite vidéo qui se passe de commentaires et qui va vous permettre de voir ce qu'il en est. Alors, ce n'est pas du tout grave s'il n'y a pas le son parce qu'en fait, vous avez un sous-titrage. Donc, je vous passe la vidéo et puis on en discute après. Comment allumer mon appareil? La méthode d'allumage par le haut. Le saviez-vous? Un bon allumage est la clé du bon fonctionnement de votre appareil. Pour cela, il existe deux méthodes éprouvées. L'allumage par le haut est une technique efficace et écologique. Mickaël, je te coupe, mais on a le son, mais là, à l'inverse, on n'a pas la vidéo. Ah! Comment ça se fait ça? Ah bah oui, du coup, j'aurais peut-être dû la mettre... Alors, attendez. C'est un double écran, elle doit apparaître sur l'autre écran. Alors, attends, hop. Elle va arriver, hop là. C'est ça? Vous l'avez là? Oui, c'est bon. Ok, alors c'est reparti. Comment allumer mon appareil? La méthode d'allumage par le haut. Le saviez-vous? Un bon allumage est la clé du bon fonctionnement de votre appareil. Pour cela, il existe deux méthodes éprouvées. L'allumage par le haut est une technique efficace et écologique. Ce qu'il faut pour bien commencer: des allumes-feu à combustion longue, de petits bois d'allumage, de bûches refendues, d'allumettes ou d'un allume-feu à gaz, et enfin d'un tisonnier. Étape 1. Préparez votre appareil. Avant de commencer, ouvrez toutes les commandes. Le clapet bypass est une commande servant à orienter les fumées. Clapet ouvert, les fumées sont évacuées directement. Enfin, vérifiez que le cendrier n'est pas plein et que les trous de la grille foyère ne sont pas obturés par la cendre. Si nécessaire, descendrez avec un tisonnier et videz le cendrier. Ou alors, utilisez un aspirateur à cendre. Étape 2. Préparez l'allumage par le haut. Commencez par déposer deux bûches de bois refondues directement sur la grille. Positionnez ensuite du bois d'allumage sur le bois refondu, comme ceci. Et enfin, placez un allume-feu sur le bois d'allumage.
Étape 3. Commencez l'allumage. Il ne vous reste plus qu'à enflammer l'allume-feu à l'aide d'une allumette ou d'un allume-feu à gaz. Ensuite, refermez la porte. Les flammes se propagent du haut vers le bas. Lors de cette dernière étape, si la combustion est trop étouffée et que la fumée stagne dans l'appareil, entrouvrez la porte en laissant un filet d'air alimenter le feu afin que la fumée disparaisse et que le combustible s'enflamme. Le feu a maintenant pris dans votre appareil. Il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'à l'apparition des premières braises pour procéder au premier chargement. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui procèdent comme ça et qui sont prêts à échanger sur le sujet, à dire que ça marche, que ce ne soit pas juste une vidéo qui vous le montre? Pour l'instant, personne n'a levé la main. Personne n'a levé la main. D'habitude, on en a un ou deux quand même, ça nous aide un peu. Alors, il y en a à l'inverse Ah, si, Michel, non? qui se rendait compte qu'il se faisait plutôt le contraire. D'accord. Il me semble que Wilfried et Pascal le font de temps en temps. D'accord. Et moi, j'ai vu Michel lever la main. Est-ce que c'est pour une question, Michel Vérolet? Michel. Alors, il faut enlever votre micro. Hop. Tac, on va vous faire un petit message. Oui, Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, donc l'allumage par le haut marche pour les nouveaux appareils, Ouais, pas pour tous les appareils. tout à fait, ouais. Oui, C'est une bonne voilà, remarque. d'accord. Ouais, ouais. En fait, ça marche essentiellement, alors soit pour des anciens appareils, ou en tout cas des appareils pas trop anciens, mais qui ont un très très bon tirage, soit et surtout pour les appareils à double combustion et à double amenée d'air, quoi. Puisque c'est là où on va avoir le tirage maximum. Vous voyez qu'il faut un très bon tirage. Alors, moi, il y avait la dernière fois des gens qui, par expérience, même avec leur double amenée d'air, en fait, entrouvraient quand même la porte au moment du démarrage. Et puis peut-être répondre à des questions aussi que vous posez, c'est que alors ces allumes-feu, c'est plus les allumes-feu qu'on avait il y a 15 ans, hein, qui étaient à base d'essence et qui était quand même pas terrible en termes de qualité de l'air, parce que c'est pas la peine d'en rajouter par un autre biais. Donc aujourd'hui, on trouve des allumes-feu dans quasi tous les commerces ou magasins de bricolage qui sont faits à base de résine. Donc c'est vrai que il n'y a aucun impact, il n'y a pas d'odeur non plus et ça fonctionne plutôt bien. Parce que sans allume-feu, c'est quand même très difficile à faire. C'est vraiment la petite pile, le petit tas que vous faites bien, les tout petits morceaux qui sont à l'étage, là, hein, qui viennent vraiment très rapidement s'embraser, et le tas ensuite. Alors, il y a aussi une notion de place dans l'appareil, hein, parce qu'il y a des poêles qui ont des chambres de combustion qui ne sont pas très très grandes, dans lesquelles on ne peut pas forcément faire ce petit empilement. Donc, c'est vrai que ça joue énormément aussi sur la possibilité de le faire, quoi. Mickaël, il y a quelques questions autour du vidage de la cendre. Une personne te pose la question en disant mon installateur me dit de ne pas vider le petit cendrier. Est-ce que vous confirmez qu'il faut le vider? Alors, il faut le vider de temps en temps, pas forcément tout le temps. C'est souvent par là qu'on a l'amenée d'air la première amenée d'air, quoi. Hein, donc, du coup, il faut trouver la juste mesure pour en laisser un petit peu, parce que des fois, les grilles sont trop ouvertes et il y a une amenée d'air trop importante. Dans tous les cas, il faut trouver, à vous de juger la bonne mesure, mais il faut l'enlever de temps en temps, parce que l'amenée d'air primaire vient souvent par le dessous du foyer. Donc, tu confirmes qu'on peut laisser un petit tapis de cendre sur le fond du foyer? Oui, ouais. Bah, surtout que vous n'en avez pas beaucoup normalement s'il y a une bonne combustion, donc vous pouvez en laisser un petit peu et pas le vider tous les jours, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? Est-ce que vous vous sentez prêt à essayer cet allumage par le haut? Challenge, on refait une conférence dans
dans deux semaines et on voit qui a réussi et on filme en direct les réussites parce que voilà, c'est un petit peu technique quand même, il faut être un petit peu patient, ça ne va pas forcément réussir du premier coup. Il faut trouver la bonne jauge, vous voyez, peut-être en entr'ouvrant la porte, effectivement. Ça va dépendre énormément du tirage naturel que vous avez, pas forcément que de la double amenée d'air. Donc c'est vrai qu'il faut être un petit peu joueur, on va dire. Dans tous les cas, vous allez vraiment gagner et vous le verrez sur la première chose sur laquelle vous allez le voir, c'est le nombre de fois où vous allez nettoyer la vitre. Moins vous nettoyez la vitre de votre appareil, plus vous avez une bonne combustion. Il y a plusieurs volontaires, Mika, qui vont tester. Ah, bah super. Mickaël, il y a une question, je reviens sur une question sur la puissance de chauffage. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un ratio de puissance au mètre carré, puissance de chauffage au mètre carré d'une maison, je ne sais pas, des années 70, moyennement isolée? Ouais, alors du coup, on va dire que pour une maison des années 70 moyennement isolée, si on a 100 mètres carrés à chauffer, on sera sur 10-12 kilowatts à peu près, hein. Donc c'est vrai qu'après, les poêles vont avoir on va être sur des poêles qui vont 7, 8, 10, 12, voilà, des puissances qui vont être variables. Donc dans ces cas-là, ben, les 10-12 kilowatts, ça va être la puissance nécessaire. Donc on pourra peut-être passer avec un 10 et en se disant que les jours où on aura besoin de 12 kilowatts parce qu'il fera vraiment très très froid, qui sont quand même peu nombreux, hein, c'est les jours très froids, les jours les plus froids de l'année, hein, eh bien, on sera au maximum, quoi. Voilà. On sera peut-être un peu limite, mais on sera au maximum. Donc, on peut partir sur un ratio entre 80 et 100 watts au mètre carré, suivant, on va dire, la performance de l'isolation du logement. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et peut-être attention au surdimensionnement. Ouais, c'est vraiment ça. Qui risque d'apporter plus d'inconfort dans l'utilisation que de répondre en fait aux besoins juste nécessaires pour compenser les déperditions thermiques. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce dont on va s'apercevoir même encore un petit peu par la suite, là, c'est que l'idée, c'est vraiment d'avoir un feu qui fonctionne à plein régime tout le temps. C'est-à-dire d'avoir tout le temps de la flamme et de recharger quand on a un petit lit de braise, mais bien vive. Et donc, pas de faire couver si vous avez des vendeurs d'appareils qui vous disent, ben, voilà, moi, mon appareil à bois, il tient toute la nuit. Si vous dites, bah, j'ai de la chance, j'ai un appareil qui tient toute la nuit et je n'ai pas à redémarrer mon feu le matin, c'est mauvais signe parce qu'il a couvé toute la nuit et vous vous rappelez du schéma, hein, il est à des températures trop faibles pour avoir une bonne combustion. Donc, ok, il va rester de la chaleur dedans et il va continuer à dégager une petite chaleur assez faible, mais par contre, il va générer vraiment ce feu-là, une mauvaise qualité de l'air et une pollution de l'air extérieur. Donc, c'est vraiment à proscrire le fait de se dire, il faut que je n'ai pas besoin de rallumer mon feu demain matin. C'est même dans la journée, si vous êtes présent dans la maison dans la journée et qu'à un moment il y a des apports solaires par exemple qui font que bah, vous vous dites ah bah, je ne vais pas redémarrer le feu ou en tout cas je vais pas l'entretenir parce qu'il commence à y avoir des apports solaires, il va faire beau aujourd'hui, je le ferme tout et je le maintiens pour que je n'ai plus qu'une petite bûche à mettre dans 4 heures. Eh bien non, vous continuez la combustion à son maximum, votre feu s'éteint et vous rallumez 4 heures après un nouveau feu. C'est moins confort peut-être en termes d'usage, hein, parce que du coup, ça nécessite de rallumer et d'être plus dans le tout ou rien, on va dire. Mais par contre, c'est vraiment la bonne façon d'utiliser son poêle pour une bonne qualité de l'air. Donc, on va avoir, une fois que le feu est allumé, une gestion des arrivées d'air à bien maîtriser. Donc, on peut limiter, une fois que le feu a vraiment bien pris, donc ses arrivées d'air. Donc, on va diminuer, vous avez des réglages pour diminuer l'arrivée d'air générale. Et puis, on peut, par exemple, fermer complètement l'arrivée d'air primaire et diminuer un petit peu l'arrivée d'air secondaire. Mais il faut trouver, c'est vraiment la lecture de votre feu et les images de votre feu qui doivent vous permettre de dire, bah voilà, là, j'ai plus assez d'air, j'ai plus de flamme, je remets un petit peu plus d'air.
Et je ne joue pas sur il faut que ça dure longtemps, quoi. Voilà, le rechargement, ce que je vous disais, hein, on ravive, on a une braise bien vive et à ce moment-là, on ouvre rapidement la porte, on charge notre bois, on ne réfléchit pas et on referme la porte pour que ça garde bien la chaleur. Alors, on va voir que les notices, je vous parlais des vendeurs de poêles, alors c'est moins le cas maintenant, mais on le voit encore, hein, qui vont vendre des poêles qui vont avoir une manière de fonctionner qui n'est pas du tout, on va dire, respectueuse de l'environnement, hein, parce que là, vous voyez, ce qui est dit dans cette... Alors, je ne vais pas vous faire lire toute la notice, hein, mais vous voyez la deuxième ligne. Le fonctionnement à puissance nominale nécessite un rechargement toutes les 30 à 45 minutes avec des petites quantités de bois. L'appareil peut également assurer un bon fonctionnement en combustion prolongée quand une puissance réduite et une autonomie importante sont recherchées. Donc là, vous voyez tout en bas, ce mode de fonctionnement permet à la fois d'obtenir une puissance réduite et une autonomie de 8 heures sans rechargement. Donc là, on se dit alerte, ce n'est pas une façon de fonctionner qui me permet en tous les cas d'utiliser mon poêle de manière optimale, d'avoir son meilleur rendement et la qualité de l'air qui va avec. Michael, il y a une question concernant en fait le maintien d'un feu bien actif. Ouais. Pour avoir un feu à puissance max tout le temps, combien faut-il de pourcentage de bois en termes de volume par rapport au volume du foyer? C'est une question précise. Difficile à dire en fait, parce que l'idée c'est vraiment plus la flamme, quoi, et le feu vif. Il faut vraiment se dire qu'on veut un feu vif. Après, c'est vrai que ça dépend énormément de la taille du foyer, qu'il ne faut pas non plus avoir 5 ou 6 bûches dedans. Il faut vraiment gérer pour faire son petit tas pour qu'il y ait voilà, le maximum de flammes le plus longtemps possible. Mais difficile de répondre à cette question-là. Ouais. Plus précisément en tout cas. Est-ce que ça répond quand même un petit peu? Oui, c'est moi qui posais la question. Ouais. J'ai un peu peur à chaque fois de trop charger, quoi. Ouais. De trop charger, voilà, que ce soit en surchauffe, quoi. D'avoir trop mis de bois dedans. Donc je me dis, est-ce qu'on en met 50%? Est-ce qu'on en met 25%? Enfin, pour tenir ce feu max dont vous parlez, quoi. Ouais. Alors en surchauffe, pourquoi? Pour le poêle, pour que lui, il ait vraiment des températures trop élevées par rapport à la fonte, à tout ça, ou pas? Oui, c'est par ça, oui. rapport à votre espace ambiant à vous, quoi. Ouais. Plus pour le poêle lui-même, ouais. Alors, ils sont quand même faits pour absorber, s'ils sont performants en tout cas et récents, hein, des grosses températures. Hein, on l'a vu, on peut aller jusqu'à 800-900 degrés, ça, c'est pas un souci. Après, il faut que vous trouviez effectivement le juste milieu pour pas non plus être dans quelque chose de trop puissant. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Et quitte à se dire, bah, je recharge plus souvent rapidement plutôt que de charger trop fort une seule fois, quoi. C'est peut-être plus ça le jeu à trouver, quoi. Ouais. Et quand on l'a laissé faiblir, qu'on n'a pas fait attention, qu'on avait quelque chose à faire, on remet du bois dedans, il est trop faible, il se crée beaucoup de fumée à l'intérieur du foyer. Dans ce cas-là, ce que je fais, je mets une feuille de journal pour mettre le feu à la fumée. Est-ce que c'est bon, ça, ou d'enflammer la fumée, quoi, en quelque sorte, quoi. Ouais, en fait, vous allez... Laisse pas fumer pendant 20 minutes, je me dis que ça pollue, quoi. Ouais, c'est sûr. Ben là, vous allez avoir, en fait, vous allez réinflammer les gaz, les mauvais gaz de combustion en mettant le feu comme vous faites. Donc, c'est plutôt bien. Ouais. Ok. Ouais. Mais vous n'avez pas le droit de laisser éteindre votre feu, comme ça. Des fois, on est occupé. Il faut aller pendant une semaine en vélo au travail pour se dédouaner de la qualité de l'air que vous avez induite. Et en respirant pas trop la qualité de l'air, du coup, parce que si vous habitez en ville, en vélo. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un appareil en soi, quoi. Hein. C'est vrai qu'un poêle à bois, c'est pour ça qu'on parle un peu qu'on disait un peu dans la fiche, bah, vous avez dans l'idée, on peut réapprendre à utiliser son poêle à bois, même si on a vu ça depuis tout petit, utilisé par nos parents, nos grands-parents,
eh bien, c'est vrai que c'est un autre usage. C'est vraiment comme un appareil dont il faut vraiment s'occuper, quoi, c'est sûr. Mickaël, on a une affirmation ou un questionnement d'Olivier qui propose en fait de vérifier en fait la bonne combustion par le contrôle en fait de l'aspect des fumées extérieures et qui propose en fait que l'air soit légèrement troublé et qu'il n'y ait justement pas de fumée ni trop blanche ni trop noire. Ouais, c'est la fameuse fumée blanche du vote papal. Et Mais c'est alerte. vrai que moi, je peux vous dire que j'ai des voisins qui brûlent du bois pas du tout sec. Et l'odeur joue énormément aussi. On le sent à l'odeur et au type de fumée qui sort, effectivement. Ouais, ouais, ouais. On le voit bien de toute façon quand du bois humide, et vous le voyez vous, hein, si ça vous arrive, du bois humide qui est brûlé, on a une épaisse fumée blanche et là, on n'est vraiment pas bon, ça c'est certain. Ouais. Mais c'est plus facile de visu de voir dans son poêle que de voir ce qui sort en cheminée, mais c'est vrai que c'est une autre manière de le contrôler. Ouais. Alors, l'entretien du poêle, bon, ça vous maîtrisez peut-être plus, hein, parce que ça c'est un peu chacun qui le fait, mais voilà, on dépoussière quand même la grille de combustion, sachant qu'on disait tout à l'heure, on peut laisser un petit peu de petite poussière dessus, hein. Et on vide le tiroir à cendres et on nettoie la vitre avec un chiffon humide trempé dans les cendres ou alors avec un papier journal humide aussi, ça fonctionne plutôt bien. Mais vous ne devez quasiment pas avoir besoin de nettoyer cette vitre s'il y a une bonne combustion. Et puis les obligations réglementaires, bah, c'est surtout pour le ramonage, hein, vous savez, c'est 2 ramonages par an qui sont réglementaires. Et c'est au minimum une fois par un professionnel. Ça veut dire que la deuxième fois, ça peut être par vous. Alors pourquoi 2 par an? Ça se justifie aussi par des feux de cheminée qui parfois sont dus à des oiseaux qui viennent faire un nid dans le conduit pendant l'été. Et vous allez faire ramoner en fin de saison de chauffe et puis vous démarrez et vous avez une mauvaise combustion et voire un feu de cheminée parce que le conduit est bouché. Donc, ce n'est pas une aberration. Des fois, on a des obligations qui sont des aberrations, mais là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est plutôt bien de le faire 2 fois par an. Et puis, on attire sur votre attention aussi par le règlement qui dit bien que c'est des ramonages mécaniques et pas des bûchettes de ramonage qui sont nécessaires pour être vraiment dans la réglementation. Parce que cette réglementation, elle joue, bon, si vous avez un contrôle, mais elle joue surtout en cas d'incendie. On va venir vérifier, vos assurances vont venir vérifier si vous avez bien fait ce qu'il fallait pour ne pas vous mettre en danger vous-même. Et puis, le fumiste qui vient faire ce ramonage, il prend une responsabilité du matériel après son passage. Donc, il faut voir un peu, les assurances peuvent avoir différentes demandes. Donc, vérifiez quand même avec votre assurance qui peut vous demander d'avoir 2 ramonages par an faits par un ramoneur fumiste agréé, etc. Donc, à vous de vérifier un peu avec votre assurance pour être dans les clous. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. On est presque dans les temps et je crois que vous êtes presque tous restés, ce qui est plutôt bien parce qu'on a démarré un peu en cacophonie. Donc, je m'en excuse encore. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez réagir encore. On a encore quelques minutes. Et puis, l'idée, c'est aussi de vous dire qu'on est présent, vous le voyez, en nombre à laser, puisqu'on est 3 ce soir, mais on est 10 conseillers à pouvoir vous conseiller régulièrement. Alors, on a énormément de demandes en ce moment, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que les gens pensent à rénover et à changer leur système de chauffage. Donc, on est nombreux à pouvoir vous répondre et puis à vous rencontrer également en rendez-vous à distance ou bientôt en vrai rendez-vous quand ce sera possible. Mickaël, est-ce que tu peux réactiver, s'il te plaît, le micro de chacun? Oui. Comme on arrive à la fin de ton intervention pour qu'on puisse échanger. Et il y a encore quelques questions. Alors, je vais fermer le diaporama, moi, comme ça.
Euh, Mickaël, tu n'as pas parlé de pollution intérieure liée du coup à à la combustion, pardon, au niveau du foyer, soit Oui, quand le foyer est ouvert, soit au moment en fait de l'ouverture de la porte. alors l'idée, c'est vraiment de se dire que maintenant, les nouveaux poêles sont aussi des poêles étanches à l'air, c'est-à-dire que les portes sont tout à fait étanches, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de, de fumée qui peut normalement effectivement rentrer dans le logement. Après, ouverture et fermeture, bah, ça fait rentrer un petit peu de, de fumée. Difficile de la mesurer, hein. Cette fumée, évidemment, elle va polluer un petit peu l'air intérieur, mais c'est quand même des petites quantités. Donc, et voilà, faut, comme disait le monsieur tout à l'heure, éviter d'avoir trop de fumée au moment de ces ouvertures-là et l'estomper au maximum. Mais on est quand même loin des quantités qu'on peut avoir en extérieur avec le nombre des poêles hein, qui fonctionnent en ce moment, quoi. Et puis Alors, peut-être un complément d'information pour les personnes qui sont dans des constructions récentes et qui ont des poêles étanches à l'air. Pensez peut-être de temps en temps à changer le joint de la porte pour que ce joint, ouais. au bout d'un moment, avec les chocs de température, il assure une étanchéité moins parfaite, on va dire. Alors, je réactive tout le monde tout doucement. Hop, je vais vous mettre là. Oui, j'aurais une question à poser. Ouais. Lors d'achat donc d'un nouvel appareil, comment être sûr qu'il soit dans les normes? Il y a donc des affichages spéciaux, je pense. Oui. Eh ben, c'est le fameux flamme verte 7 étoiles dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Hein, c'est vraiment le minimum qu'il faut demander, quoi. Donc, c'est un gage de rendement, en fait. Est-ce que ça se trouve sur l'appareil? Ben, il faut le demander au vendeur et puis c'est pas affiché sur l'appareil, hein, ce sera Ok. par contre sur voilà, le site du vendeur, vous pouvez trouver en ayant la marque et puis on va dire vous voyez le modèle quoi. Souvent ils ont un petit nom, hein, les poêles. Ben, vous allez trouver quel rendement il a, pour quel classement, mais c'est pas affiché sur l'appareil lui-même, quoi. D'accord, merci. Une question sur les marques de poêles. Aurais-tu des marques à conseiller ou à proscrire? Et bien, le problème, c'est que nous, enfin, c'est pas un problème, mais c'est une réalité. C'est ce qui fait qu'on peut vous conseiller en toute neutralité et objectivité et qu'on a la chance de ne rien vendre. On ne doit pas vous donner de marque. Donc, par contre, on a un petit billet quand même qui fait que on peut vous donner un avis sur vos devis. C'est-à-dire vous dire, bah voilà, vous venez nous voir avec vos devis, ou vous nous appelez, on ne vous donnera pas un avis par rapport à la marque, mais par rapport au rendement du poêle, au type d'installation proposé, éventuellement à la notion de qualité-prix, parce qu'on a aussi des ratios de prix. Mais voilà, on donnera des avis sur les devis, mais on ne donnera pas de marque pour les poêles. Moi, je voulais poser une question par rapport aux poêles à bois. Les poêles qui, à l'extérieur, ont une sorte de pierre, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui garde la chaleur, même une fois le poêle éteint. Oui, des pierres réfractaires, hein, c'est ça que vous voulez Oui, dire? je ne sais plus exactement le nom. Ouais. En fait, on va être sur des poêles qui vont avoir beaucoup d'inertie. Oui. Et effectivement, là, l'idée, ça va être de jouer un peu comme l'inertie d'une maison, si vous voulez, ou d'un mur en pierre, hein, où on va chauffer et puis il va rayonner après dans un second temps. Et ça a un intérêt selon les types de maisons aussi. Si on a une maison qui a peu d'inertie, ben, on va rajouter un petit peu d'inertie avec ce type d'appareil. Moi, j'ai une vieille maison, je ne sais pas. Comment vous évaluez l'inertie? On évalue l'inertie avec les matériaux de la maison, les matériaux de construction de la maison. C'est de la Une maison pierre. en pierre, ouais, donc Mm. déjà beaucoup d'inertie, ça veut dire qu'elle va stocker dans ses murs en fait, hein. Donc il n'y a D'accord. pas forcément nécessité d'avoir un poêle avec cette forte inertie. Ah bon, d'accord. Ça peut être un plus, mais ce n'est pas nécessaire, quoi. D'accord. Mickaël, il y a Pascal qui souhaite aussi prendre la parole. Ah, mais du coup, je ne l'ai pas. Hop. Tac. Je
croyais avoir désactivé tout le monde, mais je crois qu'il y a un temps de… Oui, une question qui va faire réagir, enfin, j'espère, sur les tarifs d'achat de bois bûches livrés. Peut-être qu'on peut comparer aussi nos coûts, sans parler forcément des approvisionnements eux-mêmes, hein, des fournisseurs eux-mêmes, mais peut-être les coûts, parce qu'on se questionne toujours pour savoir si on est dans la bonne fourchette ou pas. Ouais. Vous êtes à combien du coup en ce moment 60 euros Alors on est encore austère, hein, mais désolée. On est bien au-dessus, nous, mais Oui. livré et coupé en 50, c'est quand même du bois sec a priori. Donc, D'accord. et Ouais. voilà. Et on ne se fait pas notre bois nous-mêmes. Voilà. Et oui. 70 pour Olivier. Ouais. À la sueur du front pour Monsieur. Pas cher. Pas cher. Après, Je suis approvisionnée par une personne du coup qui est sur votre territoire et en 30 cm, je suis à 75 € l'aster. D'accord. Ah ouais. Oui, parce que ça dépend de la dimension aussi, Oui. le prix. Oui. Ouais, c'est instructif. On voit qu'on est un peu au-dessus. C'est un bois a priori qui est bien sec, hein, qui a plus d'un an de rotation, mais voilà, il n'est pas donné non plus. Merci. C'est ça qui joue énormément. Alors c'est pour ça que parfois aussi le granulé maintenant sort bien son épingle du jeu, hein, parce que le bois bûche est devenu quand même assez cher pour du bois de qualité et sec. Et le granulé, ben, du coup, si on voit le gros intérêt du poêle à granulé, hein, si on veut en parler 2 minutes, c'est l'idée de se dire qu'on va pouvoir en faire un chauffage central parce qu'il est programmable. Ce qui n'est pas le cas du bois bûche, parce que vous l'avez vu, pour avoir un feu performant alors, sauf à être dans des maisons très performantes où on a très peu de besoins, mais dans des maisons où on a vraiment des gros besoins, bah, c'est difficile, ou alors il faut être à la maison. Et du coup, autrement, on arrive et on a une maison qui est tombée en température, etc. Et où on se lève le matin et il fait déjà froid. C'est vrai que c'est le gros avantage du granulé. Son inconvénient, c'est qu'il est branché électriquement et donc il ne fonctionne pas en cas de panne d'électricité. Mais son avantage, c'est qu'on va pouvoir le programmer. On lui demande de démarrer 1 heure avant de se lever le matin et il démarre tout seul, quoi. Et donc, ça va faire en sorte qu'on va utiliser plus finalement le bois énergie que si on a juste un poêle à bois en appoint et qu'on l'utilise quand on peut, en fait. Et qu'on a une vieille chaudière fioul, par exemple, qui fait le reste du chauffage, quoi. Donc voilà, et en termes de prix, ben, au vu de des évolutions du prix du bois bûche, c'est vrai que le granulé commence à tirer son épingle du jeu au kilowattheure, en euros du kilowattheure. Les tarifs restent toujours indexés sur les prix pétroliers, il me semble. Sur les, pardon? Il me semble que les prix du bois bûche ou du bois granulé restent indexés au prix des produits pétroliers. Quand les produits pétroliers augmentent, les bois augmentent aussi. Le tarif du bois augmente aussi. Alors, ce n'est pas une vraie indexation, en fait, hein, comme les autres énergies. C'est lié au fait qu'il y a du transport et de l'énergie. Bah, il faut des tronçonneuses. Même à la sueur du front, il faut quand même, en général, plus qu'une hache pour faire du bois bûche et qu'il y a un peu de transport, mais il n'y a pas d'indexation au prix de l'énergie pétrolière. Bah, disons que c'est l'argument de notre fournisseur à nous. Tous les ans, il nous dit oui, mais le pétrole a augmenté, donc je augmente le prix de mon bois. Oui, mais dans le sens où lui, il a besoin de pétrole pour… Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas une indexation, on va dire, marché, quoi. C'est une indexation liée aux circonstances, quoi. On va dire, ouais. Ouais, c'est le coût global du marché de l'énergie, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon, le pétrole n'est pas très cher en ce moment et le bois bûche a quand même bien augmenté. Donc, c'est vrai que… Oui, c'est ça qui est un peu étonnant. Quand le pétrole baisse, le bois bûche ne baisse pas. Ouais. Ouais, après, on est quand même dans une région aussi où le bois n'est pas forcément très facile d'accès, hein. Donc, c'est vrai qu'on est dans des régions de moyenne montagne ou de montagne. Et c'est vrai que
ça joue aussi sur le prix, bien évidemment. Oui. Alors, Martin vient de nous envoyer un lien vers notre site internet où on a une évolution des différents prix de l'énergie depuis juin 2020 et vous pourrez voir que la courbe du bois bûche ne suit pas celle du pétrole, en tout cas pas de manière linéaire. D'accord. Voilà, je pense qu'on on a atteint la... Nous avons perdu, il y a 8 participants qui nous ont quittés, Michael, qui te remercie pour cette conférence instructive. Très bien. Oui, j'avais peut-être une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez comme fréquence de nettoyage pour les vitres d'insert? Est-ce qu'il faut vraiment le faire quotidiennement avant chaque nouvelle flambée ou une fois par semaine, ou quelle est la fréquence conseillée? Là, c'est plus une question de, on va dire, de votre envie de voir la flamme. Parce qu'après, ça va pas jouer ni sur la combustion, ni sur l'arrivée d'air, ni sur, voilà, sur la qualité de la combustion, ça va pas jouer. Donc, c'est plus une question de, est-ce que c'est plus dur à enlever au bout d'une semaine ou est-ce que ça vous gêne de moins voir la flamme? Mais c'est vrai que ça va pas jouer sur le reste. Ok, merci. Donc, si vous avez des amis qui ont une cheminée et qui n'ont pas eu la chance d'être avec nous ce soir, vous pourrez, normalement, si l'enregistrement a fonctionné, je pense que oui, leur dire que cette conférence sera sur notre site internet de l'ASDER et j'imagine sur le site de la Comcom, Pascal, si c'est possible, ou en tout cas, il y aura un lien sur le site de la Comcom vers notre site internet à nous pour ne pas surcharger le web. Et puis, on relayera de toute façon. Vous relirez l'info, hein, c'est ça. Voilà. Voilà, puis suivez bien l'info de la Comcom également, puisqu'on va continuer à agir pas très loin de chez vous. On fera une balade thermographique, si c'est possible, dans le courant de l'année. Et puis, on vous permettra d'emprunter des thermokits également, pour pouvoir faire une petite analyse de votre maison. Parce que c'est bien de se chauffer, mais c'est bien aussi de regarder comment on est isolé et s'il n'y a pas des petits trous un peu partout. Donc, vous pourrez regarder ça avec un thermokit. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur le site de l'ASDER, on en parle. Voilà, et prochainement, il sera disponible dans votre secteur. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.